Bonjour à tous. Bienvenue donc à cette conférence sur la résilience des moyens de paiement. Donc avant de commencer, je souhaitais définir et donc expliquer ce qu'était la résilience. La résilience, donc ça désigne la capacité des systèmes à pouvoir répondre en cas d'incident, donc incident de type cyberattaque, incident technique ou une catastrophe naturelle qui pourrait donc arriver. Face à ces menaces, la réglementation s'est développée ces dernières années. Donc on a l'honneur de recevoir Sandrine Kulakros, avocate de chez EY, qui va tout à l'heure pouvoir détailler comment fonctionne effectivement cette réglementation. Ensuite, on verra une partie plus opérationnelle avec Ludovic Verrec, qui est responsable technologie chez Carte Bancaire. Et nous avons également l'honneur d'avoir à cette conférence Jean-Paul Dalmas, qui est directeur général de Nepting et qui présentera comment les solutions de Nepting sont en capacité de pouvoir aider dans cette résilience. Il y aura des questions, donc il y a un QR code qui est disponible, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc voilà, pour commencer, je vais vous parler de cyberattaques. Donc les cyberattaques, c'est un sujet qui est important aujourd'hui. Les cyberattaques, c'est faire perdre de l'argent, c'est pas faire gagner de l'argent. Et aujourd'hui, en fait, on estime sur 2024 une perte de 9 000 milliards de dollars, ce qui en ferait la troisième économie mondiale. Donc les cyberattaques, c'est un sujet qui concerne la France. On est le sixième pays le plus attaqué au monde et le premier pays en Europe. Trois types d'attaques sont généralement en fait adressés et c'est les dénis de service et les rançons logiciels qui font un blocage massif des systèmes informatiques. Donc là-dessus, on doit répondre. Et en même temps, l'autre sujet, c'est la fuite de données. Donc la fuite de données sensibles, données bancaires. Et donc, face à ça, on doit s'organiser et on doit aussi identifier ceux qui nous attaquent. Donc, en général, c'est No Name qu'on connaît bien. Donc, c'est un groupe russe qui sévit pas mal ces derniers temps en France, un peu moins cette semaine. Donc, comment on en est arrivé là? Ça fait 40 ans que Carte Bancaire existe. On a fêté l'année dernière les 40 ans de CB. 40 ans de technologie, d'innovation. On a su répondre à la révolution sur Internet avec le e-commerce, la digitalisation des cartes, le paiement mobile. On a également cloudifié les solutions, accueilli de nouveaux acteurs, des concentrateurs, des passerellistes, des facilitateurs de paiement. Il y a également des points autonomes de retrait qui ont été développés et l'intelligence artificielle qu'on utilise dans la lutte contre la fraude. Donc tout ça fait qu'aujourd'hui, on est fortement digitalisé. Les banques sont donc maintenant interconnectées, utilisent des prestataires et on a de plus en plus de nœuds sensibles identifiés qui deviennent critiques. Et en cas d'incident, c'est une propagation et une contagion de l'incident en fait à l'ensemble des acteurs. Donc ces nœuds critiques sont clairement identifiés. Voilà, pour déjà bien indiquer comment le secteur financier est exposé. On a des exemples, puisque les moyens de paiement, c'est devenu en fait un rôle essentiel dans la vie de tous les jours. Donc, on a des événements comme la Covid, où on a vu le rôle majeur en fait, des moyens de paiement pendant cette période. On a connu également des questions de l'État à l'époque des Jeux Olympiques, qui s'est beaucoup intéressé à la manière dont on était en capacité de répondre en cas d'incident majeur pendant cette période. On a connu des incidents sur des concentrateurs de flux qui ont paralysé les grandes enseignes. Et puis, plus dernièrement, malheureusement, un drame à Mayotte où les moyens de paiement se sont révélés étant comme un indicateur, en tout cas, de reprise d'activité. Et Carte Bancaire a beaucoup œuvré auprès des services de l'État. Donc, face à tout ça, on est dans une réglementation qui s'est intéressée à cadrer, à protéger, à rétablir la confiance et à penser à la souveraineté.
Donc il y a pas mal de textes au niveau de l'Europe qui se sont intéressés à la résilience. Donc le plus connu, c'est DORA. Donc tout à l'heure, on aura la possibilité d'en parler un peu plus avec Sandrine. L'autre texte qui s'intéresse beaucoup à la résilience, c'est Nice 2, qui est plus intersectoriel. Donc il devrait aussi quelque part apporter beaucoup d'attention à l'ensemble des acteurs, puisqu'il y a encore des discussions en cours. Et puis on a le CRA, qui est aussi assez transverse. Et pour la protection des données, le RGPD, bien connu depuis un certain nombre d'années, et l'accessibilité aux données avec FIDA. Et il faut aussi penser à l'IA, puisqu'on a le RIA et puis il y a l'IA Act qui, derrière, viennent encadrer justement cette technologie. Donc voilà pour le règlement. Face à ça, on a des prestataires. Ces prestataires sont identifiés dans ces différents règlements. Donc la qualification des prestataires est fondamentale, puisqu'on a les prestataires dits critiques, majeurs, essentiels, importants. Et en fonction de cette classification, un certain nombre de règles s'appliquent à eux. Donc on a aussi des feuilles de route. Il est nécessaire derrière qu'on ait chacun des orientations en lien avec les besoins de l'État. Donc l'ANSSI a fait sa feuille de route cyber à horizon 2027. Le CNMP a inclus la confiance et la résilience dans sa feuille de route également à horizon 2030. Et plus récemment, en octobre 2024, donc le groupe de place Robustesse a identifié la cellule de crise des moyens scripturaux qui rassemble l'ensemble des acteurs de la chaîne. Donc ça, c'est une action assez concrète. Alors comment CB se positionne face à cette réglementation ? Aujourd'hui, CB n'est pas éligible à DORA. Donc on a étudié le texte. Nous ne sommes pas une entité financière. Nous menons des services, une quarantaine, qui sont identifiés comme étant des services des technologies de l'information et des communications, mais qui sont suivis et régulés par PISA, qui est donc un texte qui s'applique au SCIM. D'autre part, CB n'est pas considéré sur des services critiques, car les services que nous rendons sont à l'échelle nationale. Alors on a identifié tout ça dans une member letter qui a été diffusée à l'ensemble de nos membres, puisqu'aujourd'hui l'enjeu, c'est que CB n'apparaisse pas dans les registres de la Banque Centrale Européenne, où là, on se retrouverait dans une situation effectivement d'éligibilité au texte. En revanche, tout n'est pas encore totalement clair, puisque nous devons, voir comment on pourrait être éligible à Nice 2, qui cherche à aller beaucoup plus loin et à taper également dans le secteur public, le secteur privé. Et par rapport à ça, nécessité d'identifier si nous serions éligibles à cette réglementation. Donc, on a vu le rôle de CB aujourd'hui encore au sommet, avec une large représentation de tous les secteurs d'activité, bancaire, commerce, industriel. Et donc dans ce rôle-là, CB cartographie, identifie, classifie les prestataires, surveille et donc répond à ses obligations telles que le régulateur lui demande de le faire. Et à ce titre, je souhaitais donc vous donner l'éclairage d'un cabinet EY et donc de Sandrine qui nous a fait l'honneur d'être présente aujourd'hui, et donc nous présenter DORA et nous expliquer en quelques mots en fait qu'est-ce que DORA, donc en 3 questions avec le temps qui nous reste. Merci beaucoup Eric. Bonjour à tous. Alors, pour répondre à cette première question, qu'est-ce que DORA ? Pour ceux de l'audience qui ne le savent pas encore, je suis certaine qu'il y en a peu. Donc DORA est un cadre réglementaire au sein de l'Union européenne qui vise à renforcer pour les entités financières leur résilience opérationnelle numérique face aux risques liés aux nouvelles technologies, aux technologies de l'information et de la communication, donc l'éthique. Ce cadre réglementaire, il est composé de 3 grands éléments. Le règlement, éponyme et bien connu, et on y reviendra. Une directive également, qui en fait a une vocation d'articuler DORA avec un certain nombre de directives préexistantes, donc en insérant et en introduisant des références à DORA dans des textes précédents, et des textes d'application de second niveau, les fameux RTS et ITS, qui viennent préciser les attentes des autorités. Donc s'agissant du règlement DORA,
c'est un texte qui est d'application directe depuis le 17 janvier 2025. C'est toujours utile de le rappeler puisque c'est finalement assez récent. C'est un texte qui s'articule autour de 5 piliers. Donc, le premier pilier, c'est la gouvernance des risques TIC au sein de l'entité financière. Le deuxième pilier sont les tests de résilience. Le troisième pilier, ça va être tout ce qui est lié à la gestion des incidents et la notification des incidents. Le quatrième pilier va porter plus sur la gestion du risque vis-à-vis des tiers, donc c'est-à-dire la relation avec les fournisseurs de technologies. Et le cinquième pilier, lui, porte sur le partage sur l'état de la menace, donc on est plus dans le registre de l'intelligence collective. Maintenant, comment ce cadre impacte-t-il la chaîne des paiements? Alors, d'abord, directement, par rapport aux entités financières qui sont concernées. Le règlement, il vise expressément les établissements de crédit, les établissements de paiement, les prestataires d'informations sur les comptes et les établissements de monnaie électronique. Il vise également directement les prestataires qui seront désignés comme critiques et qui seront soumis à un régime de supervision. Et indirectement, et il ne faut pas les oublier, le texte va également impacter les prestataires, aussi divers soient-ils, qui fournissent des TIC, donc des services informatiques numériques, aux différentes entités financières. Donc on voit bien que dans le cadre de la chaîne de paiement, tous les acteurs, à un moment donné, vont être concernés, directement ou indirectement, par l'effet du règlement DORA. Et un des avantages de cette réglementation, c'est qu'elle va permettre précisément d'identifier ces acteurs, de bien maîtriser la chaîne de paiement et l'allocation des responsabilités au sein de cette chaîne. Et en cela, ça va certainement engager, encourager d'avoir confiance dans le marché et dans les transactions. Alors, justement, qu'est-ce qu'on peut attendre justement de DORA en termes de confiance? Qu'est-ce que ça va apporter réellement dans la chaîne des paiements? Est-ce qu'on a vraiment identifié des pistes qui peuvent aider? Alors, j'en ai quelques-unes. DORA peut apporter beaucoup de choses. Alors, la confiance, comment elle se définit? Parce qu'elle n'émane pas de rien. Elle se définit par rapport à des facteurs assez déterminables. Alors, à titre personnel, j'en ai dégagé quelques-uns. Je pense qu'il y a d'abord la stabilité des textes et des exigences réglementaires. C'est-à-dire qu'on a, contrairement à ce qui existait auparavant, des règles uniformes, des règles claires, lisibles, communes, partagées par tous les acteurs. Donc en cela, ça va faciliter, alors si ce n'est la conformité, au moins l'appréhension des attentes. Ensuite, je dirais qu'il y a une amélioration quant à la cartographie des différents acteurs. Comme je vous le disais tout à l'heure, DORA va permettre de bien identifier méthodologiquement quels sont les intervenants dans la chaîne de paiement, à quelque moment que ce soit et quel que soit le flux concerné. On va également pouvoir avoir une meilleure maîtrise du risque de dépendance technologique vis-à-vis de ces tiers. On va avoir une meilleure appréhension des risques et une meilleure gestion des risques, qu'ils soient financiers, opérationnels ou réputationnels, puisque la résilience informatique va permettre une continuité des services. On va également retrouver un certain confort, une meilleure prévention et l'anticipation de la menace cyber, puisqu'on va avoir une gouvernance adaptée. Et puis, on va avoir également ce que moi j'appelle un encouragement à l'innovation. Alors, c'est une thématique qui est rarement abordée. Je trouve, à titre personnel, qu'elle est un peu négligée dans la plupart des forums quand on parle de DORA. Donc, je profite de ce moment pour en faire état. Souvent, on assimile la conformité et la sécurité à un coût, sans envisager l'investissement. Et d'ailleurs, il y a peu finalement d'indicateurs permettant d'évaluer les retours sur cet investissement, et c'est dommage.
Dora, en proposant un cadre stable, commun, à l'ensemble des acteurs du paiement et plus largement de la finance, va encourager des investissements, de l'innovation sur les paiements sécurisés dès la conception, puisque la sécurité et la résilience vont être valorisées. Donc c'est un point important, je pense, à avoir en tête, puisque c'est finalement moteur dans le cadre de la définition des programmes de sécurité. Oui, c'est ce qu'on appelle compliance by design. Tout à l'heure, on a dit donc CB n'est pas éligible à Dora. Néanmoins, comme on l'a dit tout à l'heure, une position quand même assez importante dans l'écosystème. Quel pourrait être le rôle de CB par rapport à une telle réglementation qui demande à travailler donc, sur l'identification des prestataires, la hiérarchisation des risques Alors, c'est vrai que CB a un rôle qui est assez majeur au sein de l'écosystème. D'ailleurs, on le voit dans l'audience, il est finalement assez fédérateur au sein de son écosystème. Et en cela, il peut encourager la promotion de la sécurité et de la résilience informatique, notamment à travers son scheme. Dora, je le rappelle, impose un certain nombre d'exigences sur la maîtrise du risque TIC, sur la gestion du risque vis-à-vis des tiers et le partage de l'information. Dans ce contexte, CB pourrait communiquer, diffuser le partage des bonnes pratiques en réalité, de la formation aussi et des recommandations de sécurité par rapport au scheme. Je dirais que les démarches d'agrément, de label CB, d'audit CB peuvent également apporter du confort et être de nature à rassurer les entités financières dans le cadre de leurs relations avec leurs prestataires, avec les fournisseurs de technologies. Et enfin, je dirais que CB est surtout un acteur qui est dans la collaboration. Son rôle est complémentaire. Il ne vise en aucun cas à remplacer les efforts individuels des entités financières qui, elles, resteront tenues de mettre en œuvre leur propre conformité. Mais CB pourra, dans un effort collectif, venir assurer et apporter des recommandations pour la sécurité et améliorer je dirais, l'écosystème pour un environnement fiable et sécurisé. Très bien. Merci beaucoup Sandrine pour cet éclairage. Il nous reste 27 minutes. Et donc, on va aborder le deuxième volet qui est plus opérationnel cette fois. Donc, en 2024, CB a travaillé donc, sur la cinématique des moyens de paiement. On s'est concentré donc, sur la proximité qui représente 75% des paiements en volume. Et donc, Ludovic, responsable technologique, va nous livrer quelques secrets de cette étude. Je te laisse... Merci Eric. Essayer de faire défiler. Voilà. Donc comme Eric l'a précisé, CB s'est concentré sur le périmètre de la chaîne de transactions sur lequel il a le plus d'impact, c'est-à-dire le paiement de proximité. C'est cette partie de la transaction qui est située entre l'acquéreur et le point d'acceptation CB. Et donc cette étude qui a été menée en 2024 sur la résilience de l'acceptation de proximité CB face à des types de risques plutôt focalisés sur les télécoms, donc les pannes, les serveurs d'acceptation qui tombent, des data centers, des passerelles concentrateurs aussi qui peuvent tomber. Et donc l'idée c'était de voir dans quelle mesure les commerçants pouvaient continuer à réaliser des transactions CB. Et on s'est vite rendu compte que la capacité des commerçants à traiter de la transaction CB
équivalait à la capacité de leur système d'acceptation de prendre des transactions offline, c'est-à-dire sans contacter le serveur acquéreur et donc l'émetteur de la carte. Et donc, dans cette capacité à traiter des transactions offline, on s'est rendu compte que notre parc d'acceptation en proximité se divisait en deux grands types de solutions, qu'on soit en proximité ou en automate. On a les solutions de type terminal autonome, telles qu'on les connaît depuis plusieurs dizaines d'années maintenant et qui sont par construction packagées et spécifiées pour traiter de la transaction offline par les spécifications CB55, les spécifications FRV6 de Frenchis, qui sont même testées pour ça, certifiées, agréées, et donc par essence, elles sont résilientes parce qu'elles peuvent faire de la transaction offline un peu en toutes circonstances. Il y a même un mode forçage qui est défini dans les spécifications qui permet aux commerçants de prendre le risque d'accepter ces transactions, toutes transactions vraiment sans autorisation. On y reviendra peut-être plus tard. Donc pour cette partie du parc autonome, qui représente plus de 50% du parc aujourd'hui, on peut dire qu'il est résilient par construction. Maintenant, la question s'est posée pour l'autre partie du parc d'acceptation CB, qui est ce qu'on appelle le parc des solutions monétiques distribuées ou réparties sur une architecture client-serveur, et qui donc, par construction, par essence, est plus sensible au type de panne télécom, puisque quasi systématiquement, on a un appel du point d'acceptation vers le serveur d'acceptation. Donc en cas de rupture du lien télécom, peut se poser un problème. Donc là, on a mené l'étude l'an dernier avec les 4 principaux éditeurs sur le marché français, à savoir Worldline, Verifone, Infomil et Nepting. Et en travaillant avec eux, on s'est aperçu aussi que ces solutions présentent des modes secours ou des modes dégradés avec certaines variantes qui leur permettent de fonctionner toujours en cas de panne télécom ou de serveur d'acceptation. Et donc, je vais passer la parole maintenant à Jean-Paul Dalmas, directeur général de Nepting, qui va nous parler de la solution NEPSA, ce qui est mis en place en termes d'architecture, en termes d'exploitation pour la résilience, aussi en termes d'accompagnement des clients, les commerçants, qui sont au cœur de la problématique de résilience. Et donc, Jean-Paul va nous apporter son éclairage sur le sujet. Voilà. Merci Ludovic, bonjour à tous. Merci à CB de m'inviter ici, de nous inviter et de permettre de parler de tout ce qui nous préoccupe. Et merci aussi pour les éclairages sur Dora, sur cette résilience vue de l'angle un peu juridique et un peu conformité. Avec Ludovic, on est un peu plus proche de la technique et de la matérialisation de cela au niveau terrain, au niveau de l'utilisation de nos systèmes. Nepting est un fournisseur de systèmes d'acceptation de paiement, effectivement dans une architecture qui est pour nous une architecture de nouvelle génération, et je dirais le sens de l'histoire et la tendance aussi de l'évolution des technos et donc du paiement. On est sur une solution qu'on dit centralisée ou distribuée ou répartie ou dans le cloud, qui effectivement nécessite, lorsqu'on fait un acte de paiement, une connectivité et une liaison entre le terminal et le système central. Le terminal qui devient d'ailleurs quelque chose de plus en plus léger. On a vu l'évolution des terminaux venir sur de l'Android, sur des tablettes. On parle de SoftPOS aujourd'hui. C'est un peu l'ouverture encore plus flagrante vers les technologies digitales traditionnelles et sur le fait que le bon vieux terminal autonome qui a son logiciel embarqué dans sa boîte, il ne fonctionne pas dans le monde du SoftPOS. Donc, c'est pour ça que je dirais, on est obligé d'aller vers ça, on est obligé d'aller dans ce sens-là. Et je comprends que la résilience est une préoccupation majeure pour nous, pour un concepteur de solutions d'acceptation tel que Nepting. Et on l'a pris en compte dès le début
Nepting est une société qui n'est pas très vieille, qui a été créée en 2012 et on a conçu une solution d'acceptation en 2013, 2014, 2015. Donc on a pris en compte ça dès le début, hein, dans la conception. On parlait de tenir compte de tous ces aspects sécuritaires, robustesse, continuité de service à la conception. C'est beaucoup plus facile après d'être performant là-dessus que lorsqu'on essaye de robustifier entre guillemets des systèmes plus anciens. Donc ça, c'est vraiment un point d'attention particulier et qui est souvent pas simple dans le domaine de la technologie parce que la sécurité, c'est très lié à la cryptographie, donc à des clés. La cryptographie, ça prend du temps de traitement, mais on veut toujours qu'une transaction en sans contact dure qu'une centaine de millisecondes. Donc on se rajoute des éléments comme ça, mais qui sont essentiels, primordial. Il y a des mots aussi que j'ai entendus comme confiance. C'est très important pour nous d'avoir la confiance de nos utilisateurs, donc des commerçants. Le commerçant, pour lui, le paiement, c'est pas Dora. Pour lui, le paiement, c'est d'encaisser très vite et au moment, pas 3 minutes après, mais au moment où on a besoin de faire le paiement. Donc, il y a des systèmes un petit peu antinomiques là-dessus. Donc, cet attendu de la part des commerçants, des utilisateurs, et nos systèmes qui sont très dépendants de certaines technologies, de plus en plus dépendants des réseaux. Et pour ça, voilà, c'est indispensable d'y travailler. Et j'essaye de. Et quand je parlais de confiance tout à l'heure, c'est que on gagne la confiance parce qu'on a un super système qui fonctionne, qui est 100% de continuité de service, qui n'a jamais eu de fraude, qui n'a jamais eu de compromission. Mais la moindre faille de quelques minutes dans ce domaine-là, vu la volumétrie des paiements qui sont traités, on va casser de la confiance. Et de fait, après, voilà, on rentre dans un engrenage qui est difficile à remonter. Et c'est pour ça qu'il faut travailler. Et au sein de Nepting, là, j'ai essayé d'imaginer, on essaie d'imager cela avec 4 axes de travail, de travailler pour sécuriser un maximum et pour traiter ce sujet avec l'importance qu'il se doit. Alors, comment le travail d'un point de vue technique, je dirais les zones vertes du camembert, là, c'est dans la conception du logiciel, préparer la redondance, traiter la robustesse de tous ces systèmes-là, de la cryptographie, de mettre un haut niveau de sécurité. C'est aussi offrir des fonctionnalités aux commerçants qui leur permet de ne pas trop rentrer dans des problèmes de sécurité, c'est-à-dire de ne pas donner un accès si facile à de la donnée qui peut être sensible ou à des données qui doivent être protégées. Donc dans les portails, dans les reportings qu'on fait, on prend en compte toujours ça parce qu'on dit non, on ne peut pas vous mettre à disposition cette donnée parce que sinon vous allez rentrer dans une réglementation compliquée. Système de secours, ça c'est un petit peu un sujet qu'on a voulu toujours travailler. Effectivement, on est dans une solution centralisée qui apporte tous les bénéfices d'une solution centralisée et un intérêt pour les commerçants. Mais on veut avoir quand même la roue de secours. La roue de secours, c'est ce qui permet de continuer à rouler, peut-être pas à 130 km/h, mais qui permet d'avancer. Et là-dessus, il y a beaucoup de choses à faire pour faire un mix, je dirais, entre centralisé et autonome. Tu disais, Ludovic, effectivement, l'autonome, eh bien, il est résilient de fait, de par construction. Mais je dirais qu'il a tendance à ne pas suivre peut-être les évolutions technologiques et la tendance de l'avenir. Mais donc, il y a quand même quelque chose à prendre à ce niveau-là pour équilibrer les choses et pouvoir avoir un mode de fonctionnement qui est très correct, qui est très robuste, même pendant un incident, une attaque, ou voilà, pendant ces événements qui sont compliqués, mais qui peuvent toujours arriver et qui arriveront. Voilà, il faut juste les minimiser et minimiser l'impact pour le commerçant. Ça, c'est d'un point de vue technique et d'un point de vue produit. Après, chez nous, là où ça a de l'impact, c'est que, et quand on est un fournisseur de système de paiement, on n'est pas une boîte de soft, quoi. Je ne produis pas du logiciel, mais je suis un fournisseur de services de paiement et donc je dois avoir une activité adaptée à ça. Je vais parler en termes de surveillance de nos systèmes. On a vraiment intégré ça, c'est aussi assez nouveau, mais intégrer la surveillance, la supervision pour déceler, voire anticiper, ce qui est le top là-dessus, c'est d'anticiper un incident qui pourrait se produire et le résoudre avant ou corriger ou faire ce qu'il faut faire pour pas qu'il arrive. Donc, on a travaillé beaucoup là-dessus. On a développé des outils, nous, de supervision statistique de l'ensemble de nos points d'acceptation. On commence à en avoir je dirais un certain nombre qui est assez représentatif de l'activité. Donc, on peut déceler quelque chose qui arrive, on peut voir arriver une problématique de sécurité, d'attaque ou d'incident technique et d'agir avant.
Ça, c'est le maximum qu'on puisse faire. Donc, surveillance, monitoring, prédire donc, ces événements-là. Dans le fait de se préparer à cet événement-là, il y a tout ce qui est test. On est audité, on est aussi contrôlé par rapport à toutes les instances qui surveillent ces aspects-là, les PCA, les PRA. Effectivement, c'est indispensable parce que si c'est que de la théorie, quand l'événement arrive, on n'est pas obligatoirement très à l'aise pour le gérer. Donc ça, c'est cette partie jaune pour nous qui a été un gros travail et qui aujourd'hui qui est ce mode d'exploitation. Et je crois qu'il y a des sujets d'ailleurs qui sont travaillés avec CB, tout ça, sur suivre et comment auditer et vérifier cette phase d'exploitation. Et après, dans le rouge, c'est que quand on est dans l'événement, il faut savoir le traiter comme il faut, effectivement. Parce qu'il y a des sujets de communication auprès des utilisateurs, auprès de nos clients. Parce qu'effectivement, Dora nous implique, parce que nous, on est souvent un sous-traitant ou un fournisseur d'une banque ou un fournisseur d'un établissement de paiement. Donc, il faut savoir gérer. Et là-dessus, on a progressé. Et, alors, on avait peu d'expérience parce que, je dirais pas beaucoup d'incidents, mais bon, il faut progresser et se préparer à ça. Alerter très vite. Je parle de quelques secondes. Quand on quand on parle d'un certain nombre de transactions à la seconde, il faut savoir déceler l'incident, communiquer auprès des gens impactés. Ça, c'est pas simple aussi parce que tout le monde veut avoir de l'info à ce moment-là. On n'a pas, quand ça vient d'arriver, on n'a pas obligatoirement tous les éléments. Et donc rentrer dans une gestion de crise qui va permettre de traiter ce cas-là. Voilà, tout ça, c'est un moment très compliqué, mais bon, qu'il faut se préparer. Un point très intéressant, c'est le REX, le retour d'expérience. C'est-à-dire que tout incident, toute attaque nous fait grandir quand même, parce que la sécurité et la continuité de service, c'est toujours une course en avant. C'est-à-dire qu'il faut... On va trouver des pare-feux, on va trouver des réponses, mais à un moment donné, il y a bien quelqu'un qui va peut-être trouver quelque chose de mieux. Donc, il faut vraiment tenir compte donc, de ce qui s'est passé pour corriger, pour s'améliorer. Et voilà, ça, c'est un point qui est aussi pour nous très important. Il faut que... Et dans la communication et dans l'échange qu'on a après alors déjà de nos clients, les banques, les établissements de paiement et des différents acteurs, ça nous permet aussi d'améliorer les choses. Et là, je voulais dire aussi que pour mettre en œuvre ces modes de secours, pour mettre en œuvre ces différentes solutions qu'on peut apporter à la résilience, il faut que tout le monde se mette un petit peu autour de la table et joue le jeu, parce qu'il faut un peu bouger des lignes, parce que il faut... dans un mode de secours, dans un mode un peu dégradé, on n'est pas complètement 100% conforme à une spécification. Il faut accepter d'être un peu moins conforme, mais sans bien sûr passer des seuils en dessous d'une certaine sécurité. Mais voilà, il faut accepter de des fois fonctionner dans un mode un petit peu dégradé, et que ça soit accepté aussi bien par les banques que par par CB, par les spécifications. Un peu de latitude là-dessus. Voilà, ça c'est notre vision, notre quotidien en tant qu'industriel de l'acceptation du paiement, et voilà, que je souhaitais partager et qui te parle aussi beaucoup. Oui, on échange sur ces sujets. Tout à fait, ça me parle beaucoup. Et d'ailleurs, la dernière fois que je m'étais rendu dans vos locaux, j'avais été aussi frappé par la présence de tous ces outils de surveillance, monitoring, etc. Et on sent bien que c'est aussi au cœur de votre métier et de vos préoccupations, de vos process. Et donc ça, c'est très intéressant. Donc encore merci pour ce témoignage très, très riche. Et on va revenir maintenant sur les 5 recommandations. C'est comme Dora, on a 5 points qui sont issus de notre étude sur la résilience de l'acceptation en 2024. Et on va voir que ça fait écho vraiment au discours que tu as tenu. Et notamment le premier point, c'est sur que faire pour un commerçant en cas d'incident, ou pour se préparer à la survenance de ces fameux incidents liés aux télécoms. Le premier, c'est de déclencher son mode secours, surtout si on a une solution distribuée, et de savoir le déclencher, de savoir l'activer, de s'y préparer. Et donc ça, c'est de réaliser des exercices. C'est vraiment la première recommandation qu'on donne aux
aux commerçants, aux utilisateurs en cas d'incident. La deuxième recommandation, alors on parlait de transactions offline. Pour faire de la transaction offline, il faut aussi que les moyens de paiement sachent réaliser des transactions offline. Et en étudiant tous nos moyens de paiement CB, on s'est rendu compte que certains ne sont pas en capacité de réaliser des transactions offline, notamment les moyens de paiement mobiles qui vont partir systématiquement online, demander des autorisations. On a aussi les titres spéciaux, les titres restaurants dématérialisés par exemple. Et bien sûr, aussi, on va dire les cartes à autorisation systématiques. En cas d'incident, donc on recommande aux commerçants de prendre des cartes classiques, classiques ou haut de gamme, et d'éviter de prendre les solutions de paiement mobile, les titres dématérialisés, les cartes à autorisation systématiques. Les commerçants savent reconnaître les grandes marques de cartes à autorisation systématique, on ne va pas les nommer ici pour ne pas faire de pub. Mais donc, il faut prendre de la carte. Et il faut traiter de la carte en mode contact. Ça, c'est aussi très important. Pourquoi ? Parce que le mode sans contact a tendance à aller, par sa gestion du risque, plus souvent online. C'est la gestion du risque paramétrée par l'émetteur de la carte. Parce que comme il n'y a pas d'authentification du porteur sur le sans contact, la gestion du risque a plus tendance à faire un appel à une autorisation émetteur. Et puis aussi, dans le mode contact prévu par les spécifications EMV, il y a un mécanisme, une sorte de réserve. Quand le terminal signale à la carte qu'il ne peut pas appeler l'émetteur, alors on rentre dans un mode un peu particulier et ce mode est défini dans les spécifications de personnalisation CB activées par tous les émetteurs et on peut avoir des plafonds un peu exceptionnels qui s'activent dans ce cas-là en mode contact. Donc, s'il y a vraiment aussi une chose à retenir ici, c'est en cas d'incident, traiter les transactions en mode contact. En tant que commerçant, vous sauverez beaucoup plus de transactions, de vos transactions de paiement. Puis ensuite, il y a quelques trucs en plus, c'est les points 4 et 5. C'est fonctionner sous le seuil d'appel du terminal, qui est souvent paramétré à une centaine d'euros, et de demander au porteur d'utiliser la deuxième carte CB, bien sûr, qui est présente dans le terminal, de l'utiliser en contact pour bénéficier aussi de ces seuils un peu plus flexibles en cas d'incident. Donc toutes ces recommandations, on va les synthétiser dans un guide que CB diffusera principalement au commerce, mais aussi aux acquéreurs, aux éditeurs, pour plus sensibiliser l'écosystème sur cette problématique de résilience et aider à se préparer à ces incidents qui surviennent. Encore, on en a vu plusieurs survenir depuis le début de l'année, dans les semaines qui viennent de s'écouler. Et puis, ce n'est pas fini. En 2025, on a d'autres axes de travail, notamment dans nos spécifications avec nos collègues de Frenchy, mieux définir ces modes secours, notamment en utilisant d'autres mécaniques, comme ce qu'on appelle l'autorisation différée. C'est un mécanisme qui permet de traiter des transactions un peu comme dans un mode forçage quand on n'a pas de télécom, et quand les télécoms sont rétablis, de finaliser la transaction avec une demande d'autorisation pour pouvoir, on va dire, accepter encore plus de transactions en cas de survenance d'incidents. Donc améliorer nos spécifications par d'autres fonctionnalités, et puis aussi, pour faire écho à ce que disait Sandrine, via notre programme de labellisation, on a un programme qui s'appelle Rempart, qui est très établi aujourd'hui et qui fonctionne très bien, notamment avec les mainteneurs, mais d'étendre le programme Rempart encore plus sur les aspects, sur les activités exploitation de serveurs, d'acceptation, de passerelles, concentrateurs, tous ces nœuds de transactions,
pour les auditer, labelliser, apporter de l'assurance quant à leur résilience, assurance qui pourrait être réutilisée dans le cadre notamment de programmes de conformité à DORA par notamment les établissements qui sont sujets. Voilà, donc ça aussi, c'est notre axe de travail avec, je vois, il y a Emmanuel Lechevoire, ici présent, qui est Monsieur Rempart chez CB, que vous pouvez contacter à la fin de la présentation et aujourd'hui au sommet CB. C'est un de notre axe de travail phare sur les aspects résilience. Voilà, je pense qu'on va conclure aujourd'hui sur ce panorama un peu complet sur la résilience, qui est une problématique essentielle pour un schéma de paiement domestique comme CB, très axé sur ancré dans son territoire et dans son écosystème comme on le voit aujourd'hui. Et merci à toutes et à tous. Et puis, on va essayer de voir s'il y a des questions. Peut-être une question, il y a 4 minutes. Bon. Apparemment, ça ne marche pas avec la tablette. Alors, j'avais préparé une question justement sur le forçage, au cas où, pour vous en parler un petit peu plus. Donc, on nous pose souvent la question, est-ce que pour être résilient, il faut forcément activer le mode forçage. Et qu'est-ce que c'est que ce mode forçage tel qu'il est défini dans les spécifications FRV6 ? Non, il ne faut pas forcément activer le mode forçage pour traiter des transactions en cas de rupture télécom. Les terminaux autonomes peuvent le faire par construction si la carte le permet. Et on a vu aussi que les systèmes distribués ont des modes secours qui permettent de le faire. Mais le mode forçage permet quand même, s'il est activé avant d'initier la transaction, ça c'est très important, il s'active de manière sécurisée, de traiter ces transactions sans demande d'autorisation. Mais dans ce cas-là, le commerçant prend un risque d'impayé, que la transaction soit rejetée en compensation. Et donc après, c'est une sorte de gestion du risque qui va s'établir un peu au choix du commerçant. Et même dans les modes secours, il y a parfois des modes secours qu'il est possible d'activer sur des solutions réparties avec des options forçage. Et c'est justement pour améliorer ces cinématiques qu'on parlait de l'autorisation différée qui va être introduite dans nos cinématiques de paiement et qui va permettre a posteriori de créer des demandes d'autorisation et des règlements, on va dire, interbancaires adaptés à des situations de crise qui va permettre de gérer de manière plus équilibrée ces situations de crise, comme par exemple ça peut se traiter dans certains pays scandinaves. Est-ce que c'était le gong de fin ou C'était le gong. Bon, on va considérer que c'était le gong de fin. Merci à toutes et tous. Merci, oui. Merci à tous. Merci Merci beaucoup.